Médaillé du CNRS et titulaire de la Légion d'honneur, le sociologue Bernard Lahire est réputé pour ses travaux sur les façonnements sociaux des individus. Invité par la médiathèque de Vincennes, il revient avec la journaliste Audrey Chabal sur son dernier livre « Enfance de glace ». Il y a Libertad, dont les parents roms de Roumanie sont arrivés en France juste avant sa naissance. Il y a Annabelle, dont les parents récemment séparés rencontrent une situation de déclassement social. Et puis il y a Lucie, père écrivain, mère prof de philo, et qui grandit au milieu des livres. Tous ont 5-6 ans. Ils sont en grande section de maternelle. Et pendant un an, un collectif de sociologues mené par Bernard Lahire a suivi une trentaine d'enfants pour voir leur environnement. Dans Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants, vous voulez, je cite, faire comprendre que les enfants, qui sont tous en grande section à l'école maternelle, au même moment, dans la même société, ne vivent pas du tout les mêmes réalités. Alors, Bernard Lahire, vous êtes donc sociologue, auteur de travaux sur l'illettrisme, sur la culture écrite et l'échec scolaire, mais aussi sur les manières d'étudier. Vous légitimez une sociologie de l'individu, non pas pour être individualiste, mais pour montrer que nous sommes tous, individuellement, composés de déterminismes sociaux. On retrouve récemment cela dans La part rêvée et l'interprétation sociologique des rêves, qui démontre que les problèmes existentiels qui nous hantent sont toujours en prise avec des questions sociales. Il en va de même pour l'école, avec Enfance de classe dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je donnais les exemples de Libertad, Annabelle ou Lucie. Il y en a beaucoup d'autres dans cet ouvrage. Alors pourquoi avoir voulu à ce point donner chair à cette analyse ? Bon, déjà bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça va. Alors pourquoi ? Alors c'était un vrai problème parce qu'en fait, la mesure des inégalités existe déjà. On a des chiffres sur des inégalités de nature très très différentes. Sur les enfants, pas toujours spécifiquement, mais dans la population française en général, on a des données statistiques de l'INSEE, de l'INED et d'autres organismes statistiques sur les inégalités de santé, sur les inégalités scolaires, sur les inégalités d'accès à la culture, sur beaucoup de choses, mais d'une part, on a affaire à des choses qui sont déconnectées les unes des autres, c'est-à-dire qu'on ne voit pas immédiatement le lien entre inégalité de santé et inégalité scolaire, entre inégalité scolaire et des inégalités, je ne sais pas, en termes de logement, je ne sais quoi. Et on a encore plus rarement des choses sur les enfants, spécifiquement, c'est-à-dire essayer de voir, pour les enfants, qu'est-ce que c'est que vivre ces inégalités, et on n'a pas en fait quelque chose de concret, c'est-à-dire que concrètement, les individus ne vivent pas de manière découpée. Ils ne vivent pas un rapport à la santé, et puis un rapport à l'école, et un rapport à la culture, et au logement, et à je ne sais quoi. Ils vivent tout ça en même temps. Et quand vous cumulez en fait les inégalités sur les mêmes individus, ce qui est très fréquemment le cas quand vous descendez très bas dans l'espace social, des capitaux culturels et économiques, comme on les appelle en sociologie. Je pourrais revenir sur ces notions si elles ne sont pas claires, mais grosso modo, pour aller vite, des niveaux de diplôme des parents, des niveaux de revenus des parents très 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 faibles, jusqu'à, on est allé voir quand même des milieux très très précaires, des gens qui vivaient dans leur voiture pendant 6 mois, avec leurs enfants, qui pouvaient jouer soit dans la voiture, soit sur le trottoir, où la question de se laver se posait, où on va se laver, etc. Jusqu'à des gens qui habitent à Paris, 16e, école privée Montessori, jeune fille au père qui ne parle que l'anglais à la maison. Enfin, je pourrais faire la liste de toutes les propriétés. Ils sont
qui sont inscrits dans des grands clubs sportifs parisiens, avec droit d'entrée à 30 000 euros, et ainsi de suite. Donc quand vous regardez comment ça se cumule les avantages, tout en haut comment ça se cumule les désavantages, ou les handicaps, comme on dit parfois, peut-être de manière maladroite, mais ce sont des handicaps dans la vie, quand même, très, très sérieusement. Là, on a une image beaucoup plus concrète, beaucoup plus sensible, on va dire, qui est beaucoup plus proche de ce que, généralement, la littérature produit. Parce que la littérature est capable de prendre un personnage et de nous montrer des choses très particulières à ce personnage, au contexte qu'il traverse, au milieu qu'il fréquente, etc. Là, c'est ce qu'on a. Sauf qu'on l'a fait en sociologue, avec des enquêtes répétées, des entretiens répétés auprès des parents, auprès des grands-parents ou des nourrices, auprès des enseignants. On a fait des tests langagiers avec les enfants, etc. On a multiplié les pistes pour vraiment avoir un maximum d'informations sur les mêmes enfants et, grosso modo, donner un sens un peu de ce que c'est qu'une inégalité. Parce que je reviens au départ à votre question, que je n'ai pas oublié. Pourquoi aller vers du concret comme ça? Parce qu'on s'est rendu compte que, politiquement, quand vous restez au niveau des chiffres, qui disent des choses tout à fait fondamentales, en fait, c'est comme si l'inégalité n'existait pas. Même Emmanuel Macron peut parler d'inégalité. Je dis ça, je ne sais pas sur vos opinions politiques, mais enfin, en tout cas, moi, je vois quelqu'un qui n'a pas de politique, en fait, en vrai, contre les inégalités, contre toutes celles qu'on a mesurées. Il y a quasiment rien. Ou des restes d'anciennes politiques, parce qu'il y a encore de l'école, parce qu'il y a encore du soutien scolaire, parce qu'il y a encore des choses, mais c'est pas les nouveaux gouvernements qui ont fait ça. Et en fait, tous ces gens-là, et je dis Macron, mais je pourrais dire Hollande, je pourrais dire n'importe lequel à droite ou à l'extrême droite, etc., c'est complètement déréalisé, ces histoires-là. C'est-à-dire, l'inégalité est déréalisée. On en parle, et puis, il n'y a pas d'effet concret sur les gens. Alors que l'inégalité, ça va travailler la chair des gens. Ça travaille leur corps, ça travaille jusqu'à leur espérance de vie. On rappelle, je ne sais plus si c'est dans l'ouvrage ou dans les commentaires qu'on a fait à l'extérieur, que l'écart maximal est entre les hommes de milieu populaire et les hommes qui sont cadres. Il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les ouvriers les moins qualifiés et les cadres les plus qualifiés et les mieux rémunérés. 13 ans, c'est beaucoup, quand même. Et ça, c'est très concret, quoi. Quand on ne peut pas déréaliser ces choses-là, donc nous, on montre des choses pour que ça touche un peu, que voilà, ça vienne au cerveau et un petit peu aux tripes et au cœur, s'il y a encore du cœur qui se balade dans les corps de nos technocrates. Et voilà. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ce que ça fait, les inégalités? Nous, on a voulu faire ça. C'est de la science, mais c'est de la science qui essaye de montrer et de rendre sensibles des choses qui souvent sont saisies de manière assez abstraite. Alors, c'est vrai que c'est très marquant dans l'ouvrage. On a ces récits de vie qui sont très incarnés. On suit ces enfants vraiment individuellement. Et en même temps, vous les classez de manière très scientifique. Enfin, vous analysez vraiment tous les propos et toutes les données. Et vous les classez en 3 catégories. 3 classes. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on en est encore à ce discours de classe sociale et comment on le retrouve ici au travers du parcours de ces enfants? Alors, je ne sais pas si les gens ont imaginé qu'on était dans une société sans classe à un moment donné, mais la mauvaise nouvelle que les sociologues ne cessent de donner, puisque nous, on est les porteurs de mauvaises nouvelles, à chaque fois on dit, non, vous croyez que c'est démocratique? Et non, c'est pas démocratique. Et non, il y a des inégalités. Là où on croit qu'on a fait des efforts pour réduire les inégalités, parfois elles se sont même accrues.
etc. Bon, donc on annonce rarement les bonnes nouvelles. Hein. Mais du coup, j'ai oublié la question. Rappelez-moi. C'était de montrer comment ces parcours individuels démontrer l'existence de ces trois classes sociales. Alors, encore une fois, c'est même pas notre travail qui permet de prouver qu'il y a des classes sociales. Montrer qu'il y a des classes sociales, ça sont des données statistiques, parce qu'on a des éléments qui portent sur l'ensemble de la population française ou sur des échantillons représentatifs de la population française, et on peut découper. Après, les découpages sont discutables, etc., mais grosso modo, oui, il y a trois grandes classes. Et nous, on a voulu... Le mieux, c'est que je dise comment on a fait, finalement. Nous, on a voulu déjà prendre les trois grandes classes sociales, donc des classes dites populaires, des classes moyennes, ou dans d'autres vocabulaires, la petite bourgeoisie, qui est avec des variations à l'intérieur, comme il y a des variations dans les classes populaires, et il y a aussi ce qu'on appelle les classes supérieures ou les classes dominantes, selon le vocabulaire choisi. Bon, quels sont nos critères? Parce que si c'était juste comme ça, un point de vue subjectif, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc on regarde les propriétés objectives des gens, et les deux grands capitaux qui nous permettent de classer les gens, c'est le niveau de culture, institutionnalisé notamment, avec le niveau de diplôme des parents, voilà, puisque là on a affaire à des enfants de 5-6 ans. C'est les parents qui sont pris comme mesure du capital culturel du petit groupe familial. Et on regarde le niveau de revenu globalement. Alors, si on voulait rentrer dans le détail, c'est pas que du capital en termes de... D'abord, c'est pas que du salaire, puisqu'il y a pas que des salariés dans ce pays. Il y a des revenus fonciers, il y a des gens qui ont des propriétés, il y a des gens qui ont quand même 4 ou 5 maisons, voilà, ou appartements, etc. Alors que d'autres sont dans des foyers Sonacotra. On peut classer assez facilement, et quand les gens disent non, mais quand même, la France a une grande classe moyenne, et pas... Ouais, enfin, bien sûr qu'il y a une classe moyenne, mais elle n'est pas... La question de sa grandeur, c'est très relatif. Il y a des classes populaires très qualifiées ou très peu qualifiées, et ce qui est apparu avec maintenant quand même plusieurs décennies de chômage de longue durée, c'est des situations de très grande précarité, et donc nous on a tenu à les avoir. Donc dans les classes populaires, on a des très très précaires, qui généralement ont un parcours de migrants, parce que les plus précaires des plus précaires dans un pays comme la France, comme dans plein d'autres pays européens, c'est les derniers arrivés. C'est souvent eux qui cumulent tout. Problème linguistique, problème... même quand ils ont un peu de diplôme dans leur pays, ils ont perdu de toute façon les diplômes, les papiers, etc. Donc il n'y a rien de reconnu. Ils cumulent vraiment beaucoup de... Donc ils sont comme les classes populaires françaises, mais en plus avec moins de capital scolaire, moins de capital linguistique, ils ne parlent pas très bien la langue, voire pas du tout. Et voilà, donc on a tenu à avoir cela, mais on a aussi des classes populaires qui sont parfois aussi issues d'immigration, mais d'une immigration un peu comme la mienne, où ce sont des parents qui sont venus d'Espagne pour aller en Algérie, et puis, voilà, ou des Portugais qui sont venus, mais ils sont là depuis la 3e ou 4e génération, etc. Bref, voilà. Et puis après, on a les classes moyennes avec autant des agriculteurs, des artisans commerçants, que des enseignants, des travailleurs sociaux, des éducateurs, etc. C'est pas la même classe moyenne. Il y a des petites bourgeoisies intellectuelles, comme on dit, et il y a de la petite bourgeoisie commerciale, etc. Donc c'est pas... Ils sont globalement au même endroit de l'espace social, mais enfin au même niveau, mais pas exactement à la même place, parce que notamment les uns ont plus de capital culturel, alors que d'autres c'est plus sur le capital économique qu'ils jouent, que se reproduit parfois leur position en donnant leur petite entreprise à
leur enfant, etc. C'est l'héritage par le capital économique, alors que les autres familles, on voit qu'elles ont des stratégies scolaires. Il faut réussir par l'école, par la réussite scolaire de l'enfant. Et puis en haut, vous avez les classes supérieures. Alors là, plus on va vers les classes dominantes, plus c'est compliqué, parce que il y a des capitaux très très particuliers. Mais grosso modo, on oppose les patrons de l'industrie et du commerce à un bout qui ont très très gros capital économique qui les distingue de tous les autres. Au milieu, ceux qui ont beaucoup de capital scolaire et beaucoup de capital économique, mais moins que les patrons, c'est les professions libérales. Si vous prenez un chirurgien, il peut gagner moins, parfois il gagne plus que certains patrons de l'industrie et du commerce, mais que les plus grands patrons de l'industrie et du commerce, non. Et ils ont par contre parfois un parcours scolaire beaucoup plus grand, long, que donc toutes ces professions-là sont basées sur, c'est de la bourgeoisie du savoir, comme on disait à une époque, et en plus ce sont des indépendants, donc ça crée des conditions très particulières, des rapports à l'État, à la politique, à la culture, etc., qui sont propres à ces milieux-là. Et après, on va vers, on va dire, les intellectuels, les profs d'université, les artistes, les directeurs d'institutions culturelles, et ainsi de suite. Voilà. Et on a été choisir des cas dans tous les coins de cet espace social. Et évidemment que les classes sociales existent et que tout notre travail consiste à essayer de montrer, presque illustrer ce que sont ces classes. On voit le style de vie de ces familles à travers l'histoire de leurs enfants, du type d'éducation qu'on leur donne, des types de sorties qu'on leur propose, des types de livres, quand il y a des livres qu'on leur fait lire, ou qu'on leur donne un livre, etc., etc. Voilà. Ces styles de vie sont totalement liés à la position occupée dans l'espace social. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans un pays où on met l'accent sur la méritocratie, là, on voit par ces parcours individuels l'influence centrale, primordiale de la famille. Est-ce que vous pourriez donner des exemples qu'on retrouve dans votre livre de cette influence ? Je pense à Annabelle, par exemple, à Mathilde aussi, sur ces parcours un peu de classe moyenne, voilà, où on ne sait pas trop, il y a un petit déclassement ou un petit surclassement social dans les deux cas. Mais voilà, sur ces classes moyennes où il n'y a rien a priori d'extraordinaire, mais l'influence de la famille est quand même très présente. Et évidemment, alors aux extrêmes, sur voilà, des exemples comme celui de Libertad ou celui de Lucie à l'autre bout du spectre, où là c'est criant. Mais sur ces deux exemples, voilà, plus de classe moyenne. Bah, en fait, alors le milieu familial joue dans tous les milieux, évidemment. La particularité des classes moyennes, c'est que elles peuvent pas prétendre, parce qu'elles, aux mêmes réussites scolaires et sociales que ceux qui sont déjà dans la classe dominante. Donc, quand elles ont des projets plus ou moins conscients, mais souvent c'est quand même très conscient, d'ascension sociale, il y a une tension, il y a une stratégie. Ça passe beaucoup par l'école quand même. Voilà, mais il y a encore des cas de réussite par la voie du capital économique, par des tentatives de monter des entreprises et de les faire fructifier et d'augmenter un peu l'entreprise. Voilà. Il y a des patrons de PME qui peuvent léguer à leurs enfants des choses qu'ils vont développer, etc. Et à la 3e, 4e génération, au bout d'un moment, ça fait presque des empires. Les phénomènes d'héritage font que ça va très vite. Thomas Piketty, qui est économiste, a très bien montré que ça va, si on rompt pas la chaîne d'héritage matériel, pour le coup, même pas culturel, parce que Piketty, il est économiste, il ne parle pas de culture, mais pour la culture, c'est exactement la même chose. Lui, il parle d'économie, et déjà, c'est effrayant, parce qu'en quelques générations, vous pouvez avoir des arrière-grands-parents, qui n'a pas d'arrière-grands-parents, paysans, ouvriers, etc. Il y a des tonnes de gens qui sont comme ça. Mais en très peu de temps, il y a des parcours classiques
je sais pas, grands-parents paysans, les parents qui réussissaient à aller à la ville et à avoir des emplois dans la fonction publique ou dans l'administration, et puis la génération d'après qui devenait prof, et la génération encore d'après, on les retrouvait dans des universités, dans la bureaucratie d'État, aux fonctionnaires, etc. Donc il y a des parcours comme ça d'ascension, etc., par héritage. Donc la famille, elle est centrale dans tous ces processus. Que ce soit des familles qui n'ont rien à faire hériter en termes de capitaux rentables dans le pays, parce qu'en soi, on pourrait dire, c'est bien de parler une langue étrangère, mais c'est pas les bonnes, d'une certaine façon, et c'est pas le bon moment. Enfin, je suis un peu cynique en disant ça, hein, mais comment dire, ce qui est rentable, c'est par exemple les parents de Valentine, qui habitent, je l'évoquais tout à l'heure, dans le 16e arrondissement de Paris, et qui font apprendre l'anglais à leurs gamines, parce que c'est des cadres internationaux, c'est des gens qui peuvent se déplacer d'un pays à l'autre. Les élites sont de plus en plus cosmopolites, peuvent aller faire leur doctorat ou leur master à Harvard ou je ne sais pas où, etc. Bon, ils bougent beaucoup et ils savent que c'est quelque chose de déterminant. Alors eux, l'anglais est très très déterminant dans la formation des petits. Et très tôt, vous avez l'initiation à l'anglais, vous avez des jeunes filles au père, etc., etc. Donc, toutes les familles, en fait, hein, jouent un rôle déterminant dans le parcours, dans le destin de leurs enfants, même quand ils croient pas faire grand-chose. C'est ça qui est fou. Alors, dans les classes moyennes, particulièrement, beaucoup de gens disent « Ouais, j'ai pas l'impression de faire grand-chose ». C'est ce que vous appelez la pédagogie invisible ? Oui, il y a beaucoup de pédagogie invisible, de gens... Enfin, si vous voulez... je vous donne un exemple qui n'est pas des classes, des classes moyennes, mais on le retrouve dans les classes moyennes, c'est celui qui me vient à l'esprit, parce qu'il se trouve que j'ai écrit ce cas-là. C'est le cas de Lucie, donc, le père est écrivain et la mère est prof de philo. Eux, ils disent ouais, on fait rien de spécial. On fait rien de spécial. Si on était des mauvais sociologues, on fait des entretiens avec eux en disant bon, pour des sorties culturelles, est-ce que vous les amenez voir des spectacles, etc. Il y a 2 petites filles. Et celle qu'on va voir, c'est la plus petite. Voilà, et eux, voilà, si on écoutait juste ce qu'ils disent au départ, non, ils font rien de spécial. Et en fait, on est des bons sociologues, je crois, alors on leur pose la question, mais où vous les amenez précisément, cette année, par exemple, où vous les avez amenés. Et puis on fait des entretiens avec la grand-mère, qui est la nourrice, parce qu'on est allé voir toujours quelqu'un extérieur au couple parental, pour avoir un point de vue un peu extérieur. Alors là, la grand-mère, qui est une ancienne enseignante, à la retraite, se dit « Ah, attendez, bien sûr qu'ils n'arrêtent pas de faire pour leurs gamins, j'ai jamais vu ça. » Mais eux n'ont pas l'impression. Et c'est pas qu'ils mentent. C'est juste qu'ils n'ont pas l'impression de faire quelque chose de spécial. C'est juste qu'ils ont tellement intériorisé ce qui était un bon spectacle, ce qui était une bonne sortie culturelle, etc., qu'ils font que des bonnes choses. Et en permanence, ils ne font que les bonnes sélections. Il n'y a pas un livre qui arrive à la maison qui ne soit pas choisi à la médiathèque du coin par le père qui est écrivain et qui juge non, ça c'est écrit de la main, il appelle ça cucul la praline, ça c'est idiot, ça c'est machin, etc. Et une partie d'ailleurs des enfants à qui on a fait passer des tests langagiers, on n'a pas voulu prendre un truc très compliqué, on a pris à un moment donné dans la batterie de tests un petit dessin animé de 2 minutes 30 de Petit Ours Brun, voilà, pour voir s'ils étaient capables, en leur passant 2 fois, de raconter l'histoire. Voilà. Ce qui n'est pas si simple, hein, du tout, quand on a 5-6 ans, de faire ça. Et ben, il y a des enfants qui disent « Ouais, c'est nul, Petit Ours Brun. » Je vous fais un peu comme ils le disent. « Ouais, c'est nul. » Eh ben oui, c'est nul, parce qu'ils l'ont entendu, et qu'il y a déjà des classements, des hiérarchies, etc., qui sont intériorisés, et à 5 ans, ils savent que Petit Ours Brun, c'est pas le top. Il vaut mieux aller, alors, le père en question, aller chercher des dessins animés tchèques, avec une petite taupe particulière, c'est très poétique, c'est très... Ah, mais c'est formidable, hein. Et
moi, je m'y suis retrouvé, je faisais ça avec mon fils, par exemple, l'usage de Claude Ponty. Claude Ponty, c'est vraiment l'auteur pour les enfants de classe sup et classe moyenne à fort capital culturel. On aime bien ça parce que... Et je dis pas ça, moi j'adore ça. Hein. Je l'ai donné à mon fils, je le relis encore. Mais c'est pas n'importe quel type de littérature par rapport à des choses qui traînent dans d'autres milieux, quand il y a la présence d'imprimés, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, dans les classes moyennes, parfois il y a une sorte d'impression de ne pas faire grand-chose, et puis il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup plus dans la tension, et qui, eux, ils sont tellement tendus vers des objectifs de réussite, que là, on sent qu'ils ont peur. Donc, par exemple, une mère, alors c'est la mère de Mathilde, que vous évoquiez tout à l'heure, elle est dans un quartier mixte, c'est-à-dire socialement mixte. C'est deux inspecteurs alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, tout ce qui est douane, consommation alimentaire, tout ce qui circule en matière d'alimentation. Donc, c'est pas le haut du haut dans ces métiers-là. On les a mis entre classes moyennes et classes supérieures. Et c'est très tendu. Ils n'ont pas pu aller dans les quartiers les plus chics de la ville où ils habitent. Donc, ils sont dans un quartier un peu mixte, qu'on appelle souvent maintenant bobo, parce que c'est investi par des gens à capital culturel assez important, mais qui n'ont pas toujours l'argent pour aller faire des stratégies résidentielles beaucoup plus onéreuses, etc. Puis ils ont converti ça en un système de goût, c'est-à-dire on n'aime pas les trucs trop marbre, trop riches, traditionnels. Bon. Donc ils sont dans des choses, anciens quartiers populaires réhabilités, etc. Enfin bon, avec jardins partagés. Donc eux, alors ils sont hyper tendus du point de vue scolarité, et elle juge beaucoup la mère, les enseignants, en disant moi je trouve qu'ils sont pas assez exigeants, je pense que on va les mettre dans le privé, etc., etc. L'idée que elle tenait absolument, elle a rappelé l'enquêtrice pour dire oui, j'ai fait tester ma fille, elle est bien à haut potentiel, elle est bien. Bon, c'est des stratégies comme ça pour aller vers. J'ai publié un livre de Wilfrid Ligné qui est paru dans une des deux collections que vous citiez tout à l'heure, sur les enfants intellectuellement dits précoces. Et c'est une stratégie, en fait, souvent, pour imposer à l'école, attention, mon fils n'est pas comme les autres. Et quand je dis mon fils, c'est que la plupart du temps, on teste ses garçons, beaucoup moins ses filles. Voilà, il se trouve que c'est une fille. Dans le cas de Mathilde, c'est une petite fille qui est testée, et elle était très contente d'appeler l'enquêtrice. La plupart du temps, les enquêteurs sont quand même, ils sont un peu pénibles, quoi, donc on les rappelle pas. Là, non, c'est elle qui tenait absolument à ce qu'on sache qu'elle avait testé et qu'elle allait le faire sur la deuxième fille, etc. Donc ils sont hyper tendus sur nous on est bon, nous on veut les faire réussir, nous on veut les mettre dans le privé, c'est pas assez efficace, les activités culturelles, c'est nul ce qu'on propose dans le public, etc. Bref. Donc, et c'est très marquant sur c'est très marquant sur ces deux exemples en particulier, c'est-à-dire que effectivement il y a un exemple où on est tranquille d'une certaine manière, au point où vous décrivez que l'intérieur des appartements, et ça c'est assez amusant sur tous les portraits, de voir que dans le cas de Lucie, vous décrivez qu'il y a des livres absolument partout. Il n'y a pas un endroit pour la lecture, il y a des livres partout. Et du coup, ça fait vraiment partie du quotidien de cet enfant. Alors que chez Mathilde, où c'est un peu plus tendu, la mère va choisir des livres pédagogiques, va dédier un endroit spécifique pour la lecture, etc. Et on sent que c'est pas la même stratégie, effectivement. Il y a un endroit où c'est très naturel, et un endroit où, au contraire, c'est stratégique, et on va surtout faire en sorte de ne pas se déclasser, et de faire en sorte que son enfant progresse le mieux possible dans cette société qu'on sait concurrentielle.
C'est-à-dire qu'en fait, les enfants qui réussissent le mieux, souvent, sont dans des milieux qui ont l'impression de ne pas faire grand-chose. Parce que tout est là. Alors, on pourrait prendre des exemples. Hein. Il y a des enfants qui, à 5-6 ans, ils sont déjà allés plusieurs fois aux États-Unis, en Australie, en Afrique, etc. L'enseignant ouvre la bouche pour dire on va peut-être parler de l'Afrique. Ah, je pourrais amener des choses parce que on est allé. Voilà. Évidemment, les parents sont venus avec des souvenirs, avec ont prolongé ça ou ont acheté sur place des livres, etc. Donc à chaque fois, il y a beaucoup de choses et c'est pas forcé, c'est comme ça. Il faut pas entendre dans ce que je dis même une critique. C'est comme ça. Chacun à la place qu'il occupe essaye de faire le mieux pour ses enfants. Et quand on a les moyens de voyager, on voyage avec ses enfants. Et quand on a le sens, les mains, encore une fois, naturel, et pas du tout, on va faire de la pédagogie et tout ça, mais, oui, profitons, puisqu'on est dans un pays étranger, pour essayer de leur faire apprendre des mots en anglais, leur raconter, tiens, c'est drôle quand même de lire une histoire le soir plutôt en anglais, plutôt qu'en français, pour changer, pour varier, etc. Et vous imaginez toutes les choses qui sont engrangées de manière non forcée. Donc effectivement, j'allais dire que le jeu est pipé d'avance. Les dés sont pipés. Puisque si vous allez dans les milieux populaires qui essayent de faire réussir leurs gamins, qui ont un souci pédagogique, eux, ils perçoivent tout imprimé qui est un peu ludique comme pas bon. Le contraire des milieux sup. Parce que eux, ils pensent, effectivement, il faut que ce soit des livres scolaires. Pour que ce soit rentable, il faut que ce soit strictement scolaire. Donc tout relâchement de ce côté-là, c'est tu passes trop de temps à lire. Ça n'a pas de sens. Ils ne voient l'effort de lecture que par rapport à des savoirs rentables scolairement. Donc, s'ils voient leur gamin en train de lire, je sais pas, un livre de français ou un livre de maths ou je ne sais quoi, enfin, c'est à 5-6 ans, pas de livre de maths, hein, mais si après, moi j'ai fait d'autres études, c'est pour ça que je pense à d'autres cas qui sont un peu plus âgés, et où voilà, tout est réduit autour des manuels scolaires, autour des choses strictement scolaires, alors que les autres, il y a tellement tout dès le départ. Il y a des enfants qui rentrent quand même, là, parmi nos enfants de 5-6 ans, donc une grande section de maternelle, il y en a qui savent déjà lire, avec les parents, de manière, là aussi, naturelle. Il y a des lettres sur le frigo, enfin, qui, dans cette salle, n'a pas pêché, n'a pas acheté des petites lettres pour, voilà. Et on apprend à lire sur des étiquettes, on apprend à lire bon, voilà. Tout ce qui est écrit dans l'entourage peut être commenté par les parents, peut être noté, peut être l'occasion, en fait, d'une transmission culturelle sans que ça s'organise voilà, expressément comme ça. C'est juste que on est comme ça et que il n'y a pas un moment de relâche d'une certaine façon. Mais quand vous faites ça, évidemment, c'est bien plus naturel que quand vous dites bon là arrête de jouer, tu vas passer à quelque chose de plus sérieux. Et en fait, pendant ce temps-là, les enfants du milieu des classes sup, ils jouaient déjà dans des choses très très culturelles, dans des jeux pédagogiques, donc on a étudié évidemment tout ça. Par exemple, un jeu pédagogique, on le sait tous plus ou moins. C'est mieux d'avoir un jeu pédagogique qu'un jeu pas pédagogique. Bon, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des consignes. L'école est le lieu de la consigne, du respect de la consigne, donc apprendre à respecter une consigne, déjà à lire une consigne, à respecter la consigne pendant tout le reste du jeu, à se concentrer sur une activité donnée pendant un temps donné, etc., à voilà, avoir le respect des règles, des consignes données, etc., ça c'est déterminant. Et tous les schémas d'interaction qui se jouent autour des jeux à l'intérieur de la famille, en fait, préparent des moments purement pédagogiques à l'intérieur de l'école. Et les enseignants
Se dire, il y en a qui arrivent à s'asseoir, à être un peu concentrés, à s'intéresser à ce qu'on fait, alors que les autres, ils sont un peu partout, un peu disséminés, on va dire, dispersés, distraits, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est pas un problème psychologique, c'est un problème de forme de vie sociale, de forme d'interaction sociale dans leur milieu familial. Ils sont inégalement préparés à ce qui va leur arriver à l'école. Oui, d'ailleurs, on sait que les enfants de profs réussissent mieux à l'école parce qu'ils sont baignés là-dedans. Une tautologie. Alors d'ailleurs, quid de l'école? Est-ce que l'école peut, vous parlez d'inégalité dès l'enfance, chez des enfants tout petits, 5-6 ans, c'est vraiment tout petit, est-ce que l'école peut aider à combler peut-être ces inégalités ou à faire en sorte que les différences de chacun puissent les faire avancer? Juste avant les fêtes, je voudrais pas vraiment casser le moral de tout le monde, mais bon, moi je vais vous présenter le problème qui se pose. Vous avez des inégalités de départ. Nous, c'est ça qu'on est allé voir. On est allé voir aussi l'effet déjà de ces inégalités de départ dans les familles, en ayant des entretiens avec les enseignants de ces enfants, et en observant ces enfants dans la salle de classe, en ayant quelques éléments de leur classement scolaire, si on peut dire ça comme ça, de leur perception scolaire, parce qu'ils sont, encore une fois, en grande section maternelle. Il y a des évaluations, mais c'est pas le CM2, quoi. Donc, on a des inégalités de départ. Bon. Ça veut dire que concrètement, quand on regarde l'ensemble des inégalités qu'on a mis en évidence, que vivent ces enfants, il y a des enfants avant d'arriver à l'école qui ont vécu des situations très 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 différentes. Sur le plan du langage, sur le plan du rapport à l'alimentation, du rapport à la santé, du rapport au logement, du rapport à l'espace. Il y a des enfants qui n'ont pas leur chambre à eux. Un des enfants en situation précaire, foyer Sonacotra, bon, il est dans une micro-petite chambre avec sa mère juste à côté, il dort mal parce qu'il y a du bruit dans le foyer Sonacotra, la nuit, ils sont loin de l'école, donc il faut se lever plutôt le matin, etc. On pourrait multiplier les petites choses qui font qu'il arrive fatigué à l'école, mal dormi, etc. Et qu'en plus, on va ajouter à ça le fait que la mère vient d'un autre pays, le Sri Lanka, et ainsi de suite. Bon. Donc, vous imaginez ce que c'est qu'une situation entre ceux qui sont hyper protégés, ils ont un toit, ils ont de la culture, ils ont de l'argent, ils ont de l'espace, ils ont du temps, ils ont des gens qui les aident en permanence, partout. Par exemple, dans certains cas, on a regardé les propriétés à chaque fois des nourrices. On regardait des babysitters, etc. Et ben, dans certains cas, c'était saturé d'enseignants. C'est-à-dire que même les babysitters étaient choisis parmi des personnes qui étaient en train de préparer le CAPES de lettres, par exemple. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, quand vous n'êtes entouré, vous avez 5 ans et vous êtes entouré que par des gens qui parlent bien, qui ont les bons réflexes culturels, qui vous font passer du temps avec eux de manière, en fait, pédagogique, parce qu'ils ne savent pas faire autrement, ils disent, bon, c'est très bien de faire jouer l'enfant de telle manière, etc. Voilà. Il y a des écarts considérables. Donc, 3 ans, je dirais, c'est tôt, mais en fait, 3 ans, c'est énorme. C'est énorme. Et je prends juste l'exemple de la petite lecture qu'on fait dans certains milieux chaque soir. Bon. Sachant que, généralement, c'est multiplié. Parce que, quand ils vont chez la grand-mère, elle lit aussi des histoires. Quand ils vont chez elles sont gardées par une babysitter, il y a encore une autre histoire, etc. Donc, c'est plus qu'une histoire par jour. Quand vous écoutez des histoires tous les soirs, depuis très très petit, avant même qu'ils comprennent tout, vous avez un capital narratif, vous avez un capital d'histoire entendue le soir, alors que dans d'autres milieux, il n'y a pas. Parce que il n'y a pas forcément l'idée que ça va servir à quelque chose, il n'y a pas forcément le temps, il n'y a pas forcément
ça peut être aussi des histoires pas dans la langue du pays dans lequel on est, etc. Donc il y a plein de choses qui différencient les enfants, et donc il y en a qui arrivent, et ils ont déjà, à 5 ans, il y a des enfants avec qui on a eu des petites interactions, qui, quand ils veulent raconter une histoire de petit ours brun, ou ce qu'ils ont fait depuis la veille, quand ils sont rentrés de l'école à la maison, par exemple, ils peuvent utiliser des fois du passé simple. Ils savent ce que c'est, même fautivement. C'est pas grave. Mais ils savent ce que c'est que le passé simple. Ils savent commencer une histoire. Ils savent la terminer. Donc ils ont les notions d'introduction, de développement, de conclusion, des chutes, des trucs comme ça, des connecteurs logiques à 5 ans. Et parce qu'ils ont entendu toutes ces choses. Parce qu'ils ont un capital linguistique, de vocabulaire, de syntaxe et de structure narrative incroyable. Donc que peut l'école ? Évidemment, elle doit faire son travail, et elle doit le continuer le mieux possible, et dans les meilleures conditions, etc. Mais franchement, quand vous avez des inégalités de départ, qu'est-ce que vous voulez que l'école puisse compenser ? Non, il y a des enfants qui vont beaucoup plus vite que d'autres, qui en plus, vous rajoutez le quartier dans lequel vous vivez. En France, vous n'allez pas dans les mêmes écoles, c'est pas vrai. Il y a des écoles, si vous habitez dans tel arrondissement très chic d'une grande ville, vous n'êtes pas en banlieue de la même ville. Et que du coup, pour des raisons de revenus économiques, vous ne pouvez pas habiter ailleurs que là où vous habitez. Tous ceux qui vont dans ces écoles-là du quartier, parce qu'ils n'ont pas de moyens de faire des stratégies par rapport à la carte scolaire, ceux-là, ils vivent entre eux, et le rythme d'apprentissage est celui qui est... le rythme moyen n'est pas le même dans toutes les écoles. Donc, les écarts continuent à se creuser, en fait. Et c'est pas... Évidemment, vous comprenez bien que je n'accuse pas les enseignants, que c'est pas de leur faute, et que malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour arriver à compenser réellement, à réduire l'écart, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Si, je sais en partie ce qu'il faudrait faire, mais ça coûterait très cher, et personne ne veut le faire. Ça serait quoi, par exemple ? Par exemple, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, dans les histoires de classes dédoublées, etc. C'est bien de dédoubler une classe, qui peut dire que c'est pas une bonne chose. Sauf qu'on a fermé des écoles, des postes d'école maternelle, pour arriver à faire ça. Or, on sait, et moi j'ai donné les chiffres d'enfance de classe en conclusion, si vous ne scolarisez pas à 2 ans en milieu populaire, parce que les classes de tout petits ont disparu dans plein d'écoles, ça se paye en inégalité accrue. Ils apprennent moins bien à lire quelques années après. C'est comme ça, c'est mesuré, il y a même des chiffres européens. C'est valable dans tous les pays qui ont de l'école maternelle, ou des équivalents chez eux. Donc ça, on le sait. Bon, on a fait un truc très visible en disant, vous voyez, on fait quand même des efforts considérables. Oui, c'est bien de dédoubler. C'est mieux d'avoir un groupe de 15. Moi, je pense qu'il faudrait avoir des groupes de 5 dans certains cas, et pas plus. Mais ça se paye. Alors la question, c'est, est-ce qu'on veut vraiment ? Parce qu'on peut toujours avoir à la bouche, oui, on va démocratiser, on va mettre des moyens, etc. En vrai, si on veut faire, oui, c'est des priorités nationales. Et ça veut dire que on va arrêter de construire un sous-marin nucléaire pour dédoubler les classes, réellement. Je dis ça, hein. Il y a d'autres choses, hein. Il n'y a pas que les sous-marins qui ne sont pas utiles. Enfin, tant qu'on n'est pas en guerre, on ne va pas être complètement négatif. Mais voilà, donc l'école, elle ne peut que ce qu'on lui donne, avec les moyens qu'on lui donne, et encore une fois, avec des inégalités de départ qui sont considérables. Donc, et alors, toujours à propos de ces inégalités à l'école, il y a 2 problématiques récentes, on va dire, qui se sont posées à l'école. La première, c'est celle de la pandémie. Voilà, avec l'école à distance, on en parlait juste avant, qui creuse là encore les inégalités. Et l'autre aspect, c'est l'autonomie qu'on laisse de plus en plus
aux enfants. Est-ce que ça aussi, cette méthode pédagogique, est-ce que finalement, elle ne vient pas là encore favoriser ceux qui sont déjà favorisés? Eh ben oui, c'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est des débats qui sont assez terribles parce que tous les parents de classe moyenne et de classe supérieure adorent la pédagogie de l'autonomie. C'est normal. On pense que c'est bien plus intelligent de laisser un gamin aller lui-même vers le savoir, découvrir des choses par lui-même, et qu'il n'y ait pas cette horrible pédagogie frontale, le cours magistral, l'organisation, la règle énoncée avant de la découverte par la fréquentation d'exercices ou la manipulation du langage, etc. Bon, en vrai, on arrive à faire ça uniquement dans les milieux qui ont déjà des enfants très très scolarisés dans leur famille. Donc c'est ça le problème, et que l'école, en fait, on a une école globalement de riches, je vais dire ça comme ça. Alors comment dire les choses subtilement après avoir dit une chose aussi énorme? On a une école de luxe parce que toutes les techniques qui étaient celles avec lesquelles on a fait rentrer des enfants dans l'écrit au cours du 19e et tout le 20e siècle, disons la première moitié du 20e siècle, ces techniques, elles ont une mauvaise réputation à l'heure actuelle. Apprendre par cœur, copier, utiliser ses doigts pour compter, des tonnes de choses qu'on juge bêtes. Je pense qu'il y a des enseignants dans la salle, peut-être. Et moi, j'ai été marié avec une enseignante de primaire, donc je sais très bien. Quand on fait des entretiens auprès des enseignants, ils disent ouais, bah c'est des trucs. À part quelques-uns qui résistent en disant, en fait, on devrait quand même leur faire apprendre des trucs par cœur parce que ils peuvent aussi s'accrocher à ça. C'est des bouées. Bon, et en fait, c'est vrai que c'est bête, mais pour des enfants qui peuvent aller plus loin que le par cœur. Et c'est ça le truc, c'est que on a des populations encore qui arrivent aussi dépourvus qu'étaient nos enfants de paysans au XIXe siècle, qui arrivaient en parlant le patois et qui arrivaient à l'école avec des parents analphabètes, etc. Ben, on a toujours la même situation, mais avec une école qui, elle, n'est plus l'école primaire du XIXe, qui avait des pédagogies, ce qu'on appellerait aujourd'hui antipédagogiques. C'est-à-dire, il fallait dresser les enfants, il y avait des sanctions, y compris corporelles, etc. Enfin, ça rigolait pas, quoi. Les écoles lassaliennes, bref. Et en fait, l'école était adaptée à la mission, finalement, qu'elle avait de faire rentrer des masses d'enfants de parents analphabètes dans l'écrit. Et l'école a réussi. Une fois qu'elle a réussi à faire ça, eh ben, elle a voulu aller plus loin, ce qui est normal, hein. Je veux dire, là encore, une fois, le sociologue n'est pas là pour juger. C'est juste qu'à un moment donné, on voit qu'il y a une opposition et que ces pédagogies de l'autonomie. Aujourd'hui, le terme d'autonomie est devenu presque, quand on dit un enfant n'est pas autonome, ça veut dire que c'est un enfant d'échec scolaire. Donc, le terme a remplacé presque l'expression enfant en échec scolaire. Alors, pas autonome, ça veut dire qu'il ne fait pas par lui-même, qu'il n'arrive pas par lui-même à faire un certain nombre de choses. Oui, mais alors, il y a ceux qui ont déjà appris dans la famille à plein de choses, ils ont intériorisé énormément d'habitudes culturelles, de manières de parler, de manières de se concentrer. C'est du schéma corporel, c'est des façons de parler, c'est des types d'intérêts, des types de goûts, etc. Tout ça, ça demande du temps. Autant le capital économique peut se transmettre comme ça. Parce que j'ai 10 000 euros, je le donne à quelqu'un, rassurez-vous, je ne vous le donnerai pas, je le garderai, mais c'est facile de transmettre un capital économique, vous le donnez. Un capital culturel, c'est du temps passé. C'est de l'imprégnation, c'est de l'apprentissage, c'est de la mise en situation pour progressivement avoir les bons goûts, les bonnes habitudes, les bonnes manières de faire, les bonnes concentrations, les bonnes interactions avec les autres, etc. Bon, ben, voilà. Là, je sais plus pourquoi, en fait. Je raconte tout ça, et
Je vais toujours un peu loin, mais c'était quoi la question en fait? C'était sur l'autonomie, justement. Voilà, l'autonomie, c'est uniquement ça marche très bien pour les enfants qui ont déjà appris. Donc l'idéal pour un enseignant, il faut imaginer, c'est que vous circulez dans une classe où les enfants, on leur donne une consigne, ils sont silencieux, relativement, mais quand même, et on leur dit de faire ci ou ça. Quand ils ont terminé, ils peuvent même changer de lieu et aller faire un autre exercice, où il y aura une consigne écrite, etc. Et on va le faire par eux-mêmes. Et l'enseignant est là juste pour surveiller, pour guider, pour répondre à une question, etc. Bon, c'est le rêve absolu. La réalité, c'est que vous ne pouvez faire ça qu'avec des enfants qui sont déjà hyper habitués. Donc, on ne prête qu'aux riches. On ne donne qu'aux riches dans ces cas-là. C'est-à-dire ceux qui savent déjà faire, eh ben, on s'extasie devant eux en disant, ah, oui, comme ils arrivent bien, tout ça, alors que les autres, je suis toujours obligé d'être derrière eux. Cette expression qui revient en permanence dans la bouche des enseignants en dit long. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu quelqu'un derrière eux en permanence. C'était les parents. Ils les lâchent pas. Les parents dans les classes moyennes et supérieures font attention à la manière dont ils parlent, la manière dont ils prononcent les noms, les mots, la manière dont ils se comportent, dont ils jouent, le temps passé devant la télé, le temps passé devant les écrans, tout est contrôlé en fait en permanence. Encore une fois, d'une manière plus ou moins autoritaire, des fois de manière très naturelle. Bon, voilà. Donc la pédagogie de l'autonomie, c'est quelque chose de très très beau, et tous les parents de milieux populaires, de milieux classe moyenne et classe sup en rêvent pour leurs enfants, mais c'est pas les pédagogies les plus adaptées à des enfants qui n'ont pas ce prérequis. Je parle souvent de délit d'initié en fait en matière de culture, parce que les gens pensent délit d'initié sur les marchés économiques, etc. Ah, ils savaient déjà, c'est pour ça qu'ils ont acheté les bonnes actions au bon moment, ils savaient que ça allait monter, etc. Mais il y a des délits d'initié culturels permanents. Nous faisons avec nos enfants des délits d'initié. On leur donne les bons trucs qui vont être payants un jour dans une rédaction, un oral, on a que voilà, on fait des choses qui vont être utiles scolairement et qui vont être payantes scolairement. Et à l'inverse, d'autres parcours, des enfants qui parlent une autre langue à la maison, mais qui ne va pas être l'anglais, eux ne vont pas être valorisés, alors que finalement c'est un peu aussi de la faute de l'institution de ne pas valoriser ces différences-là qui sont d'une richesse incroyable. Alors oui, à la fois c'est riche et en même temps c'est compliqué, hein, parce que l'école, elle n'est pas là juste pour constater la richesse culturelle. Elle est là pour apprendre un certain nombre de savoirs. Et les savoirs que l'école essaye d'enseigner aux enfants, c'est d'entrer dans l'écrit et donc, par la lecture et l'écriture, c'est rentrer dans un monde de langage, donc avec l'argumentation, la narration, etc. C'est apprendre des rudiments de mathématiques, et ainsi de suite. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le programme, mais c'est très précis, en fait, ce qu'on fait à l'école. C'est pas juste accompagner la richesse culturelle préalable. Parce que, oui, tous les enfants, même les enfants de milieu paysans que j'évoquais au départ, au 19e siècle, qui arrivaient avec leur patois, etc. Mais le patois, c'est extrêmement riche. Vraiment, c'est une logique, ça a une grammaire, ça a une régularité propre, etc. Sauf que ça n'a, dans un pays qui s'est unifié autour d'une langue qui est la langue française, vous parlez de patois, vous êtes fini. Bon. Ceux qu'on appelle illettrés, on peut dire, oui, ils ont plein de richesses, ce qui est vrai. Ils savent des tonnes de choses, et il y a plein d'illettrés qui savent sans doute faire des choses que vous ne savez pas faire. Il se trouve que ces choses que vous ne savez pas faire, soit vous pouvez les payer, parce que vous croyez que les patrons de l'industrie du commerce savent réparer leurs voitures. Non, ils ont l'argent pour les faire réparer. Ils ont l'argent, même quand ils ne parlent pas l'anglais, pour payer quelqu'un pour parler l'anglais. Donc ils ont l'argent pour payer le capital culturel, pour pas payer des choses qui sont directement accessibles avec l'argent, des ressources matérielles, et ainsi de suite. Donc voilà, enfin, je sais pas,
Je sais que c'est pas enthousiasmant, hein, ce que je raconte, mais c'est vrai. C'est ça. Alors, j'aurais peut-être une dernière question avant qu'on passe peut-être aux questions de la salle. On voit beaucoup ces dernières années des récits de transfuges de classe. J'aurais aimé avoir votre impression sur ce terme-là et sur l'émergence de ces récits-là. Alors, je ne sais pas si tout le monde a en tête ce que c'est qu'un transfuge de classe, mais un transfuge de classe, au départ, c'est un vocabulaire très sociologique, et aujourd'hui, il est quasiment médiatique. On est toujours étonné de voir nos concepts, nos expressions qui arrivent dans l'espace médiatique. Alors, un transfuge de classe, c'est tout simplement quelqu'un qui est passé d'une classe à une autre. Donc, j'en ai évoqué, des cas d'ascension sociale, de grande ascension sociale. Alors, la plupart des grands transfuges de classe, c'est des gens qui sont passés de classe populaire à classe supérieure. Pas les petits déplacements, c'est plutôt les grands déplacements. Plus exceptionnellement, mais ça existe aussi, il y a des cas de déclin sociaux. Il y a des gens qui sont en déclin sociaux, d'autres qui sont en ascension sociale, et ces déplacements sont plus ou moins, disons, exceptionnels sur le plan statistique. C'est-à-dire, ça ne dit rien de la génialité des personnes en question, ça dit juste que c'est improbable statistiquement. Donc moi, par exemple, je suis un transfuge de classe, parents ouvriers, voilà, un père CAP, une mère certificat d'études, je ne suis pas là où je devrais être. Voilà, je prends l'école normale supérieure, voilà, une médaille d'argent, machin, etc. Bon, alors là, je sais pas comment on en est arrivé là, d'une certaine façon. Enfin, si, je sais un peu, mais voilà, c'est ça, les transfuges de classe, on en parle beaucoup. Alors, moi, j'en ai rarement parlé autrement qu'en entretien. Il y a des gens qui publient de plus en plus sur leur parcours social. Alors, Annie Ernaux l'a fait très bien, parce que c'est un cas de transfuge de classe, la romancière Annie Ernaux, qui a écrit Les armoires vides, La place, Une femme, La honte, etc. Une partie de ses romans traite de cette ascension sociale-là et de la manière dont elle l'a vécue, dans les rapports tendus avec sa famille et tendus aussi avec l'institution scolaire et avec son milieu d'accueil, où elle arrivait. Bon, après il y a eu Édouard Louis, Didier Ribon, Retour à Reims, etc. etc. Bon, ça n'arrête pas. Et au bout d'un moment, enfin, c'est pas parce que je suis... j'ai l'esprit de contradiction, mais j'ai plus du tout envie d'en parler, moi. Parce que je vois bien que ça devient une sorte de... Enfin, les gens aiment bien les success stories, comme on dit. Donc pourquoi il y a une multiplication des exemples de réussite sociale, scolaire, etc. Mais parce que ça plaît. Ça plaît, c'est beaucoup mieux de raconter ça que de raconter ce que je vous raconte depuis le début. C'est-à-dire, entre les récits de malheur que je vous fais, parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est des inégalités, elle n'est pas jolie. Et alors que si vous racontez, moi, si je racontais mon parcours, on dirait, ah, formidable. Alors je le fais auprès des élèves de collège dans des milieux populaires, parce que j'essaie de leur dire, par exemple, voilà, j'ai eu le bac avec c'était une mention passable, c'est-à-dire pas de mention. J'avais 10,06. Et je leur dis où je suis arrivé, et je leur dis, voilà, donc il faut jamais désespérer, parce que c'est quand même pas terrible. Donc évidemment que j'ai pas fait des classes préparatoires, évidemment que je n'ai pas d'agrégation, etc. Donc pourquoi je me retrouve dans une école normale supérieure, plutôt dans une bonne position scientifique, médaillé du CNRS, etc. Bon, voilà, bon, on pourrait raconter tout ça, mais moi j'essaye de dire ça à titre d'encouragement auprès des élèves, mais médiatiquement je m'en méfie beaucoup, parce que je pense que c'est une façon de cacher l'essentiel. L'essentiel, c'est que la plupart des enfants qui ont vécu dans le type de milieu où j'ai vécu, ne sortent pas de leur milieu. Ma sœur n'est pas sortie de son milieu. Mes cousins ne sont pas sortis du même milieu que moi, etc. Donc ça veut dire que la grande majorité des gens n'y arrivent pas. Et moi, je sais très exactement ce qui m'a permis, très exactement, il doit me manquer des choses, mais je sais que c'est lié à des circonstances, des conditions, des choses
très compliqué, etc. Mais c'est vraiment, il a fallu beaucoup de conditions favorables pour arriver à ça. Mais voilà, donc transfuge de classe, je me méfie un peu. Quand c'est Annie Ernaux, c'est d'une authenticité incroyable. Là, je remets absolument pas en cause comment dire, l'intérêt et la force de ce qu'elle a fait, parce que littéralement c'est très fort. Elle essaie de dire tel qu'elle l'a pensé, vécu. Donc des fois c'est terrible par rapport à ses parents. Je précise d'ailleurs que moi j'ai pas du tout vécu ça, que j'ai fait lire à ma mère du Annie Ernaux qui m'a dit mais tu penses ça? Et je lui dis non. Mais beaucoup pensent ça, c'est-à-dire pensent que leurs parents n'ont pas suffisamment de culture, sont vulgaires, grossiers, etc. Beaucoup de transfuges de classe, à un moment donné, portent un regard pas très joli sur leur propre milieu d'origine, pour pouvoir s'en sortir d'une certaine façon. Il se trouve que moi, j'ai pas vécu ça, qu'il y a d'autres transfuges de classe qui n'ont pas vécu ça sur ce mode-là. Voilà. Mais je pense qu'il faut pas passer trop de temps là-dessus. Oui, parce que ça masque finalement la réalité qui est... L'essentiel n'est pas là. L'inégalité. Moi, ce que j'ai essayé de faire, en revanche, c'était d'essayer de systématiser un peu la connaissance qu'on pouvait avoir de ces enfants. Là, c'est autre chose. Et donc, j'ai fait un travail qui a été publié en 1995, qui a été republié depuis. C'est en poche encore à l'heure actuelle au Seuil, Point Seuil. Ça s'appelle Tableau de famille. J'avais pris des enfants en CE2, donc 8-9 ans, et j'avais pris des enfants que de milieux populaires, mais dont la moitié, donc il y avait 15 enfants d'un côté, 15 enfants de l'autre, la moitié était en très grande difficulté scolaire, et l'autre en très très bonne situation scolaire. Et on essaie de comprendre, alors que les propriétés des parents étaient relativement semblables, voire même dans le groupe des enfants en plus grande difficulté scolaire, il y avait des parents qui avaient un peu plus de capital que les autres. Donc on se disait, tiens, c'est bizarre. Donc on a fait, enfin je dirais parce qu'on était deux à mener l'enquête, c'est moi qui ai publié l'ouvrage, on peut essayer de voir qu'est-ce qui contribue à faire réussir des enfants, encore une fois, à l'école primaire. Donc on ne sait pas. Moi, j'ai pas suivi ces enfants après. Je ne sais pas si à un moment donné le plafond de verre est arrivé. Mais beaucoup de filles réussissent pas mal, plus que les garçons, milieu populaire, liés à leur rapport à l'écrit, parce qu'elles sont plus chargées de l'écrit, elles ont plus de contact avec l'écrit. Je trouve que j'ai travaillé aussi là-dessus et qu'il y a une grande division sexuelle des tâches d'écriture domestique. Et que c'est les femmes en milieu populaire qui écrivent beaucoup, qui écrivent des lettres, qui écrivent des petites choses même sur le calendrier, bref. Et donc les filles ont un rapport à l'écrit qui est beaucoup plus naturel, on va dire, et même dans certaines familles analphabètes, les parents se servent de leurs enfants et notamment de leurs filles pour ne pas être humiliés par les institutions. Donc quand il faut remplir des papiers, eux connaissent un peu mieux le fonctionnement administratif, mais elles savent lire, écrire, et donc il y a une collaboration. Et pour ces enfants-là, il y a quelque chose qui se passe du type ce que j'apprends à l'école, ça permet de sauvegarder l'honneur de mes parents. Là, je le résume, hein, mais grosso modo, c'est ça. C'est que très rapidement, il y a quelque chose comme une fierté de ces enfants à pouvoir aider leurs parents du point de vue de l'écrit. Et donc, évidemment, ça rejaillit sur leur scolarité. Et c'est des enfants plus disciplinés, plus dociles, etc. Enfin, bon, il y a plein d'autres caractéristiques qui font qu'on peut avoir des cas de réussite scolaire en milieu populaire, mais c'est pas le plus fréquent, c'est même le moins fréquent. Très bien, merci beaucoup.